Bonjour, aujourd'hui on va faire le premier chapitre théorie du traitement de signal. On va commencer par l'introduction à la théorie au traitement du signal. Donc les techniques de traitement du signal ont été initialement proposées et utilisées dans le but, premièrement, d'améliorer la qualité des signaux obtenus à l'aide des capteurs. En effet, les signaux captés et ou mesurés sont souvent entachés de bruit et de perturbations de diverses origines. Deuxièmement, restaurer les signaux ayant subi des dégradations dues aux chaînes de mesure et ou de transmission. Nous avons que les appareils et les équipements de mesure, d'acquisition et ou de transmission présentent toujours des limitations et des imperfections. Ceci se traduit alors par des dégradations sur les signaux observés et mesurés. Donc, parmi les limites des équipements et des chaînes de mesure et de transmission, leur bande passante qui ne bloque certaines fréquences des signaux. Donc, un signal représentant les variations d'un phénomène naturel est obtenu grâce à un capteur. Pour chaque phénomène étudié, nous avons des capteurs appropriés. Exemple, le son, qui est un phénomène acoustique, capté par un microphone. Deuxièmement, nous avons les images qui sont dues à la lumière, sont captées par des appareils photographiques ou bien des caméras dotées par des capteurs CCD, c'est-à-dire des dispositifs de transfert de charge. Par exemple, la température est captée par des thermocouples, des résistances PT100, etc., etc. Donc, le signal ainsi capté présente souvent des dégradations et il est entaché de perturbations appelées souvent bruit. Les premières techniques de traitement du signal ont eu pour but la réduction, voire l'élimination des bruits et aussi la diminution de l'influence des dégradations dues aux capteurs et aux appareils utilisés dans les chaînes de mesure. À l'origine, le traitement du signal était analogique en utilisant essentiellement l'électronique analogique, mais cette électronique analogique a montré ses limites. De nos jours, on utilise de plus en plus le traitement du signal numérique, ou bien on appelle ça le DSP, c'est Digital Signal Processing. Ceci exige avant tout la numérisation des signaux qui sont à l'origine analogiques. Donc, le domaine d'utilisation du traitement du signal. Le traitement du signal numérique est utilisé de nos jours dans tous les domaines expérimentaux, comme par exemple l'électronique, l'automatique, dans les télécommunications, en physique expérimentale, en astronomie, la météorologie, la géophysique, biomédicale et dans le domaine militaire, etc. Donc, on va définir ou voir qu'est-ce qu'un signal. On appelle signal la représentation physique de l'information qui est convoyée d'une source vers un destinataire. On va voir quelques exemples. Soit par exemple, on trouve un signal électrique, c'est la tension au bord d'une résistance, par exemple. Acoustique, on prend comme exemple la parole ou bien la musique. Troisième type de signal, c'est l'optique. Nous avons par exemple les niveaux de degrés d'une image, l'imagerie médicale, etc. Donc, on trouve ici aussi deux figures où on trouve des signaux. Par exemple, ce signal, c'est un signal périodique acoustique et ça, c'est un signal de la parole. Donc, la notion du signal est liée à celle du système. C'est quoi un système? Un système, c'est un appareil où l'on peut distinguer des signaux d'entrée et de sortie des signaux, par exemple l'enceinte, le téléphone et le modem. Donc, toujours pour n'importe quel signal, c'est un bloc où on trouve à l'entrée un signal d'entrée et à la sortie un signal de sortie. Donc, si on va définir la théorie du signal, c'est la discipline qui permet de fournir une description mathématique des signaux. Elle reste indépendante de la nature des signaux.
Maintenant, on va voir la classification déterministe et aléatoire, c'est-à-dire on va définir c'est quoi un signal déterministe et c'est quoi un signal aléatoire. Donc, nous avons que les signaux déterministes sont prévisibles et modélisables analytiquement. Et tant que les signaux aléatoires ne sont pas prévisibles, c'est tout à fait le contraire des signaux déterministes. On trouve par exemple la parole, les signaux d'origine physique. Donc, voici un signal déterministe périodique et ici un signal aléatoire qu'on ne peut pas le refaire ou bien le reproduire de la même façon. Donc, on trouve aussi un troisième type de signaux qui sont les signaux pseudo-aléatoires, qui sont des signaux périodiques dont la période est grande devant la durée d'observation ou bien la marée. Toujours avec la classification déterministe et aléatoire, on trouve que les signaux utiles sont souvent à caractère aléatoire. La majorité des bruits sont également de type aléatoire, même s'il existe certains bruits qu'on peut le qualifier comme déterministes. Exemple, des interférences de l'ordre de 50 Hz. Il est donc difficile de classifier ce qui est un bruit et ce qui est un signal utile. Souvent, d'une manière très simplicite, nous pouvons prétendre qu'un signal utile, c'est tout ce qu'on veut voir ou entendre, alors qu'un bruit, c'est tout à fait le contraire. Donc, seulement ce qui est utile, d'après cette définition, pour l'un n'est pas utile pour l'autre. Exemple, si on va prendre un exemple, le bruit de fond ou bien le bruit thermique que l'on rencontre dans les composants électroniques et qui est dû au mouvement brownien des électrons libres, est toujours qualifié de bruit par des électroniciens. Alors qu'il peut être considéré comme utile pour un physicien étudiant le mouvement des électrons. Deuxième type de classification, on trouve la classification soit discret ou bien continu. Donc, on voit la première figure. Ici, nous avons un signal analogique avec une amplitude continue, le temps continu bien sûr. Ici, c'est l'amplitude discrète. On aura un signal quantifié. Le temps discret, on aura un signal échantillonné. Et l'amplitude discrète, on aura un signal numérique ou bien végétal. Troisième type de classification, c'est la classification énergétique, c'est-à-dire on va classer les signaux suivant leur énergie, c'est-à-dire est-ce que ce signal a énergie finie ou bien l'énergie est infinie. Une classification peut être faite à partir des notions d'énergie et de puissance du signal, bien sûr, sachant que le contenu C d'un signal S de T est défini par C égale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du signal S de T dt. Sachant qu'ici, on va prendre un exemple d'une période, d'un signal périodique, d'où on a une partie positive du signal et une partie négative. Deuxièmement, nous trouvons l'énergie E de S de T, c'est la fonction réelle ou complexe en fonction de la variable temps. On a par définition que l'énergie E de S égale, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue du signal élevé au carré dt. Ici, l'énergie, on peut l'appeler aussi, c'est la valeur quadratique de S de T. Pourquoi une valeur quadratique? Parce que c'est la valeur en valeur absolue élevée au carré. Donc, pour la puissance moyenne d'un signal S de T, on doit utiliser la formule suivante. Donc, la puissance, c'est la limite de 1 sur T quand t tend vers l'infini, de l'intégrale tout au long de la période t, de la valeur absolue de S de t élevée au carré dt.
Donc, si on voit le cas particulier où le signal S de T, c'est un signal périodique de période grand T, c'est-à-dire il est limité, on n'aura pas le T qui tend vers l'infini, on aura la puissance égale à 1 sur T, l'intégrale tout au long de l'intervalle T, la valeur absolue de S de T élevé au carré dt. Toujours, on peut appeler la puissance moyenne, c'est la valeur quadratique moyenne du signal S de T. Donc, sur les classifications énergétiques, toujours nous avons une classification possible des signaux, consiste à observer leur énergie. Donc, si on va définir c'est quoi les signaux à énergie finie, donc ce sont les signaux pour lesquels nous avons l'énergie E de S est compris ou bien borné entre 0 et plus l'infini. C'est-à-dire que l'intégrale est bornée. Bornée, c'est-à-dire il est limité et sa puissance égale à 0. Donc, si on va prendre un exemple, ce sont les signaux rencontrés dans la nature. Deuxième définition, c'est concernant la puissance. On va définir les signaux à puissance moyenne finie. Donc, ce sont les signaux pour lesquels la puissance est comprise entre 0 et l'infini et l'énergie, elle tend vers l'infini. Ici, nous avons l'énergie à une valeur infinie et la puissance nulle, mais cette fois-ci, la puissance est limitée et l'énergie tend vers 0. Donc, ce sont des signaux généralement inexistants dans la nature. La représentation la plus naturelle d'un signal, c'est la représentation temporelle. Temporelle, c'est-à-dire dans le domaine, on trouve la variable, c'est le temps. La représentation obtenue constituait alors un chronogramme ou oscillogramme. Les signaux physiquement réalisables sont parfois difficilement représentables. On leur associera dans ce cas un modèle mathématique plus facile d'utilisation. On trouve aussi un modèle de signal peut avoir une énergie infinie, une amplitude non bornée et être décrit par une fonction complexe de temps. Maintenant, on va voir le quatrième type de classification, c'est la classification spectrale. Une autre représentation purement mathématique peut être utilisée pour les signaux. Il s'agit de la représentation spectrale au fréquentiel. Donc, dans ce cas, nous intéressons surtout à la bande spectrale ou bande passante des signaux, c'est-à-dire à la gamme des fréquences contenues dans le signal. Donc, nous avons alors 4 familles de signaux. La première famille, c'est les signaux basse fréquence, BF, c'est-à-dire la majorité des signaux utiles ou porteurs d'informations sont basse fréquence. Comme exemple, on trouve les signaux audibles, c'est-à-dire la fréquence est limitée entre quelques centaines de hertz jusqu'à 15 kg. Les signaux vidéo entre quelques hertz et 6 MHz. Les signaux ECG, c'est l'électrocardiogramme, entre 0 Hz et jusqu'à 100 à 200 Hz. Et enfin, on trouve les signaux sismiques qui ont une centaine de Hz au maximum, etc., etc. Le deuxième type de signaux suivant la classification spectrale, ce sont les signaux haute fréquence. Leur bande de fréquence se trouve uniquement dans les HF. Certains bruits et perturbations peuvent être qualifiés de haute fréquence. Les signaux à bande étroite, leur bande de fréquence est concentrée autour d'une fréquence centrale F0. L'exemple typique de tels signaux sont les signaux radiofréquences, RF, obtenus généralement après une opération de modulation. On parle alors d'onde modulée. Cette opération de modulation est surtout utilisée dans les émetteurs de chaînes de transmission. On trouve aussi les signaux à large bande, c'est-à-dire leur bande de fréquence s'étale des basses fréquences aux hautes fréquences. Donc, certains bruits, comme les bruits thermiques qualifiés de bruits blancs, sont de large bande.
Nous pouvons également obtenir volontairement des signaux de large bande dans certaines chaînes de transmission. Les chaînes et les systèmes de transmission, si on va définir maintenant, les chaînes de transmission, c'est quoi une chaîne de transmission? On trouve que les chaînes et les systèmes de transmission ont évolué. Il existe depuis plus d'un siècle. Au début et pendant plusieurs décennies, on n'a utilisé que des systèmes de transmission analogiques. Mais avec l'évolution des techniques et de technologies numériques, les chaînes de transmission sont de plus en plus devenues numériques. Donc, nous avons dans le cas général, une chaîne de transmission est divisée en 3 parties. On trouve l'émetteur, après le canal et après le récepteur. Nous avons toujours que l'émetteur est composé de modules nécessaires pour préparer le signal à l'émission, selon le canal utilisé, et le récepteur est souvent composé de modules effectuant des opérations inverses à ceux utilisés dans l'émetteur. Toujours avec les chaînes de transmission, si on va commencer par les chaînes de transmission analogiques, il s'agit des chaînes de transmission classiques utilisées jusqu'à nos jours. Les exemples typiques, ce sont les systèmes de transmission radio et TV analogiques. Toujours, nous avons un phénomène naturel, exemple son, image, température, etc. Ils doivent être utilisés ou bien passés à travers un capteur. Par exemple, le son, c'est à travers un microphone, une image avec une caméra CCD, la température à travers un thermocouple, etc. Après, à la sortie du capteur, donc ici c'est l'entrée et la sortie, on passe par le pré-traitement au conditionnement. Pré-traitement, on trouve le filtrage et l'amplification analogique. Après, nous avons le codage, multiplexage analogique et ou cryptage, etc. La modulation analogique, modulation en amplitude, en fréquence ou bien en puissance. Et l'amplificateur RF. On peut utiliser ici, avec la modulation analogique, un oscillateur sinusoïdal. Et à la fin, on aura un canal. Le canal, la même chose ici, on peut trouver comme entrée un haut-parleur ou bien un écran. On doit passer par un amplificateur BF, basse fréquence. On va faire le décodage, c'est tout à fait l'opération inverse. Donc ici, donc codage, décodage, modulation, démodulation. Donc démultiplexage analogique et décryptage, etc. Démodulation analogique, soit AM, FM ou BM. Et on trouve à la fin un amplificateur RF et la sortie, c'est le canal. Maintenant, on va voir le deuxième type de chaîne de transmission qui sont les chaînes de transmission numériques. Il s'agit des chaînes de transmission d'aujourd'hui. Les exemples typiques, ce sont les systèmes de transmission radio et TV numériques. Par exemple, le DAB, le DVB et le GSM aussi, ce sont des réseaux informatiques et l'Internet. Donc, toujours, là, c'est la même chose que pour la chaîne de transmission analogique. Nous avons à l'entrée un phénomène naturel, exemple son, image, température, etc., qui sont passés à travers un capteur. Pour le son, nous devons utiliser un microphone, pour l'image, une caméra, pour la température, un thermocouple. On va faire pré-traitement et conditionnement. On va faire un filtrage, amplification analogique. Après, on va faire numérisation, échantillonnage, quantification. Après, on aura un codage numérique, codage canal, compression et cryptage. Modulation numérique, soit QAM, PSK, FSK, etc., plus une amplification RF. Si on a comme entrée un haut-parleur ou un écran, on va faire la conversion numérique analogique. Ici, on va faire un décodage numérique, démodulation numérique et un amplificateur RF. Maintenant, on va voir une partie très importante dans le domaine du traitement du signal, surtout au début, la base, c'est la définition des signaux usuels.
Donc, il existe en électronique et bien entendu en traitement des signaux, certains types de signaux usuels qui sont souvent utilisés. On va commencer par la fonction échelon unité. C'est quoi l'échelon unité ou bien l'échelon de Heaviside? Donc, c'est noté U de T est égal à plus 1 pour T supérieur à 0, est égal à 0 pour T négative, est égal à 1 demi pour T égal à 0. D'accord? Donc, voici le schéma ou la figure d'un échelon qui est nul dans la partie négative et égal à 1 pour la partie positive. Deuxième fonction, c'est la fonction rectangle. La définition recte de T, c'est par définition, c'est l'échelon U de T plus 1 demi moins un deuxième échelon U de T moins 1 demi. On aura à la fin, après la soustraction des deux échelons, une fonction qui est égale à plus 1, c'est la valeur absolue de T inférieure à 1 demi. Est égale à 0, c'est pour la valeur absolue de T supérieure à 1 demi. Est égal à plus 1 demi, c'est T en valeur absolue égale à 1 demi par convention. Donc, voici l'exemple, la figure de la fonction rectangulaire. Donc, ici, on va voir la fonction rectangle généralisée. Donc, la fonction rectangulaire de durée T d'amplitude grand A est centrée sur taux est donnée par la formule suivante. Donc, nous avons rect de G est égal à T, la période, par exemple le temps, l'amplitude, le centre, la période, c'est A par rect de T moins taux sur T. Voici un exemple d'une fonction rectangulaire centrée taux, la durée CT et l'amplitude égale à A. Troisième type de fonction, c'est la fonction sinus cardinal. Donc, par définition sinus cardinal, on va commencer par la définition mathématique. Sinus cardinal de x, c'est sinus x sur grand X. Les propriétés importantes pour le sinus cardinal, c'est que le sinus cardinal de 0 égale à 1 et le sinus cardinal de x égale à 0, quel que soit x égale à plus ou moins kpi, sachant que k appartient au nombre naturel non nul. Donc, voici un exemple d'une fonction sous forme de sinus cardinal. On va voir aussi le sinus cardinal normalisé. Donc, en théorie du signal, on est souvent amené à considérer la fonction sinus cardinal en fonction de temps. Donc, nous avons sinus cardinal ft, c'est sinus pi ft sur pi ft. Donc, la fonction est alors normalisée, c'est-à-dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus cardinal ft dft égale à 1. Remarque importante, c'est que l'absence du nombre pi comme argument de la fonction sinus cardinal constituait un abus de notation fréquemment utilisé en théorie du signal, c'est-à-dire on peut écrire le sinus cardinal ft sous forme sinus ft sur ft. L'impulsion de Dirac, donc nous avons lors de la mesure des phénomènes physiques réels, il est impossible de distinguer deux grandeurs trop voisines, cause d'imprécision des appareils. Cela nous amène à définir une nouvelle classe des signaux. Donc, nous avons les signaux presque partout égaux, à l'exception d'un nombre fini de points. La notion d'amplitude de Dirac a été introduite par des spécialistes de la physique des particules, dont Paul Dirac, pour fournir un modèle de signal discontinu. Donc, nous avons l'impulsion de Dirac par définition. L'impulsion de Dirac peut être interprétée comme la limite d'une impulsion rectangulaire de surface unité dont la durée tend vers 0. Donc, Dirac de T, c'est la limite de 1 sur T quand T tend vers 0 du rect de T sur grand T. Nous avons par définition l'intégrale de l'impulsion de Dirac, toujours
l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. Donc, la représentation graphique de l'impulsion de Dirac est obtenue à l'aide d'une flèche verticale placée le point t égale à t0 et de longueur égale à 1. Donc, nous avons le contenu égal à 1, l'amplitude tend vers plus l'infini et t0 est un point pour lequel t grand T tend vers 0. Attention, la hauteur de la flèche représente non pas l'amplitude de l'impulsion de Dirac, mais son contenu. Seule grandeur caractéristique. Donc, on va voir ici les propriétés de l'impulsion de Dirac, c'est l'intégration. D'après ce qui précède, nous avons que l'intégrale de moins l'infini à t de Dirac de taux des taux est égale à soit 0 pour la partie négative pour t inférieur à 0 est égale à 1 pour t positif, est égale à l'échelon. Donc, la dérivée de l'échelon par rapport au temps égale à l'impulsion de Dirac. Ceci est vrai car par convention, nous avons que U de 0 égale à 1,5. Donc, la fonction échelon, sa dérivée nous donne l'impulsion de Dirac. De la même manière, la dérivée de la recte par rapport au temps, c'est Dirac de t plus 1,5 moins Dirac de t moins 1,5 parce que la fonction recte c'est la somme de deux échelons. En effet, recte est défini par deux fonctions échelon unité, bien sûr. Donc, recte de période égale à 1, d'amplitude égale à 1, c'est deux échelons, deux impulsions de Dirac, une centrée fait le moins 1,5 et l'autre fait le plus 1,5 avec amplitude égale à plus 1 fait la partie négative et l'amplitude égale à moins 1 fait la partie négative. Donc, soit la fonction S de t continue en t égale à 0 ou bien pour t égale à 0, t0 pardon, en valeur 0, on obtient, si on va prendre un signal S de t multiplié par l'impulsion de Dirac, c'est toujours S de 0 par Dirac de t. Donc, d'une manière générale, on peut mettre le signal S de t par Dirac de t moins t0, c'est S de t 0 multiplié par Dirac de t moins t0. En effet, rappelons que Dirac de t égale à 0 pour t différent de t0, bien sûr. L'impulsion de Dirac est donc un opérateur d'échantillonnage, car elle permet d'accéder à la valeur d'une fonction pour n'importe quelle valeur de t. Donc, voici un exemple de multiplication d'une fonction s de t par une impulsion de Dirac. Donc, voici la fonction s de t. Et ici, Dirac de t moins t0. Si on va multiplier la fonction par s de t par Dirac de t moins t0, on n'aura que cette partie. Maintenant, on va voir peigne de Dirac. La peigne de Dirac, c'est la même chose comme une brosse ou bien une peigne. Donc, c'est un ensemble, voilà, un ensemble de Dirac. Cette fonction correspond à une suite d'impulsions de Dirac qui se passait de période t sur l'axe de temps. Donc, ici, par exemple, nous avons des Dirac, une peigne qui commence à moins 3t jusqu'à plus 4t, donc espacée de t à chaque fois. Définition peigne de Dirac. Dirac t périodique de période t de t, c'est la somme des impulsions décalées de t moins kt, sachant que k peut varier de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Maintenant, on va définir une autre propriété des signaux, c'est les signaux causaux, la causale et anticausale. Donc, par définition, un signal causal, c'est un signal est causal lorsqu'il est nul pour t inférieur à 0. Et il est clair que tous les signaux réalisables physiquement sont causales ou bien causaux. Donc, voici un exemple d'un signal causal qui est défini que dans la partie positive, c'est-à-dire il est nul dans la partie négative. Et le cas contraire, il est anticausal lorsqu'il est défini la partie négative et nul dans la partie positive. Maintenant, on va définir un signal pair et impair. Donc, soit un signal S de t réel. Alors, il est possible d'écrire S de t comme la somme de sa partie paire et de sa partie impaire. Donc, S de t égale à signal impair de t plus signal pair de t avec SI,
c'est la partie impaire du signal. SP, c'est la partie paire du signal. Et ceci pour n'importe quel signal. C'est-à-dire n'importe quel signal, on peut le représenter sous forme d'une partie paire et une partie impaire. Et on déduit que la partie paire de T est égale à 1 demi de S de T plus S de moins T. La partie impaire est égale à 1 demi de S de T moins S de moins T. Donc, exemple, soit le signal S de T suivant. S de T peut se décomposer en la somme d'un signal paire et un signal paire sous la forme suivante. D'accord? Donc, en bleu, c'est le signal S de T. En vert, c'est le signal S de moins T. Donc, toujours bleu, c'est S de T. Et vert, c'est moins S de moins T. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Et je vous souhaite bon courage et bonne réussite. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci, à bientôt.